On est vraiment obligé d'interviewer ce taré là. Apparemment il est gentil. Ouais, il me fait peur. Allez, on y va. Mettez vos téléphones là-dedans, dépêchez-vous. Putain, fais gaffe. On peut rentrer? On est venu pour l'interview. On avait rendez-vous à 16h. Mettez les gants. Viens filmer ça. Putain de taré. Monsieur Chabrier, on vient pour l'interview, vous vous souvenez? On s'est vu. Oh, On va là-bas? dépêchez-vous. Merci de nous recevoir en tout cas. Ok, vous pouvez vous mettre en place, on est prêt. D'accord, je vous écoute. Comme vous le savez, on vient à propos du mail que nous avons envoyé concernant votre peur pour les ondes des pirates de l'internet, comme vous l'avez décrit. Oui. Vous pouvez nous en parler? Vous savez, moi j'ai toujours été partisan du liberté. Je me suis rendu compte que sur internet on était libre, oui, mais surtout libre d'être attaqué. Et ça, on a fait les frais quand je prends mes billets d'avion pour aller à l'étranger et que ça me coûte une fortune, ou encore mes données qui sont volées et qu'on utilise sur internet à mes dépens. Et du coup, pour vous protéger des ondes, vous avez le chapeau. Est-ce que vous avez d'autres outils pour vous protéger? Non, rien de très extravagant en réalité. Hein. Moi je fais vraiment ce que le commun des mortels devrait faire pour se protéger. Hein. Je purifie ma maison, j'essaie de bénir les lieux qui pourraient faire entrer le démon à la maison. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation? Plus que de raison, vous savez. Par exemple, ça c'était mon chapeau anti-ondes électromagnétiques de mes 8 ans à mes 11 ans. Vous savez, les gens me prennent pour un fou. Hein. Ah bon? Monsieur Chabrier, est-ce que je peux prendre mon téléphone? Et je voudrais juste vous montrer un produit. Doucement, posez-le là, doucement. Le mode avion est activé. Vous connaissez NordVPN? NordVPN chiffre mes données et change d'emplacement virtuel. C'est ça. C'est-à-dire que je peux regarder des contenus d'ici alors que je suis ailleurs. Exactement, et vice versa. NordVPN protège mes données sur tout internet en incluant le dark web. C'est-à-dire qu'il y a une alerte si mes données fuitent sur le dark web par exemple. Ah oui, et pour les petits footix 2000, il y a une astuce incroyable. Alors soit vous vous connectez au Brésil ou au Mexique par exemple. Pour voir la Ligue 1, il y a des chaînes YouTube qui diffusent ça gratuitement. Bon, et sinon, depuis l'Angleterre ou bien l'Irlande, vous vous connectez et puis il y a un pass à seulement 12 €. Du coup, quand je vais en vacances, je serai plus jamais baisé. Je pourrais avoir le meilleur tarif sur mes billets d'avion, mes locations de vacances ou encore les locations de voitures par exemple. Ah bah ça tombe super bien en plus parce qu'en ce moment là il y a 4 mois d'abonnement supplémentaire sur l'abonnement NordVPN de 2 ans. Et alors évidemment il faut aller cliquer sur le lien en description, ça soutient énormément la chaîne. Et ça veut dire que depuis le début on m'a menti. Je reviens. Je suis désolé. Merci pour votre accueil, monsieur Chabrier. Ne revenez jamais. Ah oui. Oui, ça marche. D'accord. Bonne journée. Putain de taré. T'avais raison. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, car aujourd'hui c'est un essai dynamique. Voilà, il va falloir s'accrocher l'estomac parce que ça freine et ça accélère un petit peu l'histoire. Alors RS6 C8, on est sur un V8 4 litres, 3 secondes 6 pour le 0 à 100. On a 600 chevaux et 800 newtons, c'est pas trop mal. Voilà. Cependant, avec des performances comme celle-ci, nous avons quelques problèmes de consommation, nous en reparlerons. Pourtant, je suis sur un véhicule hybride. Hein. Il y a de la place au moins pour faire demi-tour ici, c'est ça qui est bien. Petite astuce pour celles et ceux qui regardent dès le début comme ça de la vidéo, je vous donne une astuce comme ça. Moi, je suis comme ça, moi. Je suis le cœur sur la main. Tu crois que quelqu'un a déjà dit je suis le cœur sur la main avec autant de méchanceté dans sa voix? Souvent les gens disent j'ai le cœur sur la main plutôt que je suis le cœur sur la main. Du coup, j'ai du mal à répondre là tout de suite. Oui, alors aujourd'hui, la ventouse parle. Normalement, il y a une ventouse qui tient cette caméra. Déjà pour minimiser les coûts d'équipe, hein, parce que forcément, ça coûte de l'argent de prendre des gens à la place de matériel physique. Ah, les hommes ventouses, c'est un ça. Voilà. Mais alors le problème, c'est qu'il s'avère que pour cet essai, j'ai oublié la ventouse. Donc cette ventouse, pendant cet essai, parlera parfois. On salue la ventouse, qui aujourd'hui s'appellera Julien. Ok, astuce maintenant. Je vais vous donner une super astuce si vous êtes dans une voiture de location, par exemple, ou une voiture qu'on vous prête et vous ne savez pas de quel côté la trappe à essence. Alors vous avez votre jauge d'essence, de carburant, et à côté, souvent, pour savoir que c'est cette jauge, vous avez la pompe à essence qui se situe à côté. Et très souvent, vous avez une flèche à côté de cette pompe à essence qui indique le côté duquel la trappe se trouve. Et là, du coup, c'est à droite, donc c'est à droite. Mais par contre, il y a effectivement des voitures où c'est pas le cas, quoi. Il y a des voitures où il y a juste la pompe à essence, il n'y a pas de flèche. Et bon, là, effectivement, la bonne vieille technique du... C'est pas là. Et quand tu as une voiture qui a gagné 8 cm de largeur et qui a du coup des ailes qui cachent la trappe à essence, et je n'arrive pas à avaler ma salive. Et on va tout garder au montage, parce que je suis quelqu'un de naturel. Oh,
je vous assure qu'avoir 30 ans, mon corps a déjà environ 58 ans. J'ai un mal de dos. On n'est pas ici par hasard, parce que c'est un petit peu le milieu naturel, on va dire, des RS6. Et oui, voilà, c'est à peu près ce que je disais. C'est vraiment, en fait, si vous voulez, la mare aux rhinocéros. Sauf que dans cette image, les rhinocéros, c'est les RS6, puis bah, la mare, c'est Total Energy, quoi. Et puis, par exemple, si on pousse la métaphore un petit peu plus loin, les crocodiles qui sont dans la mare et qui bouffent les rhinocéros, c'est le malus écologique, par exemple. Bon, du coup, comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on va faire l'essai, non pas d'une, mais de 2 voitures, parce que je trouve que c'était très important de remettre dans le contexte ces véhicules, et notamment cette dernière RS6 C8, qui en fait n'est pas là pour rien. Elle est vraiment là parce qu'il y a une sacrée histoire derrière cette voiture, qui commence même avant le V10 qu'on a juste là, parce que le V10 est très intéressant dans l'histoire des RS6, évidemment, c'est pour ça que j'ai sélectionné ces 2 modèles précisément. Il commence techniquement même pas avec la RS6 tout court. Il commence avec un modèle qui était appelé à l'époque la RS2, et qui est en fait les prémices du break sportif. C'est vraiment juste Audi qui l'a créé. Pas tout seul pour le coup, parce que Audi était accompagné de Porsche. Et c'est une vraie histoire intéressante, donc je prends quelques minutes pour vous en parler maintenant. L'histoire des Audi RS6 qu'on connaît tous aujourd'hui, qui nous paraissent presque banales en fait, parce que RS6, RS3, RS4, on en voit partout. RS3 Grinardo, tu connais, tu vois, il y a un moment, c'est vraiment devenu presque banal. Et c'est vraiment dommage parce que le début de cette histoire prend place vraiment dans une époque où tout était permis, l'époque du groupe B, l'époque des dingueries automobiles. On était vraiment sur les prémices de toutes les choses qu'on a pu connaître après dans les années 90-2000 qui étaient incroyables. Et donc, comme je le disais, ça a commencé avec un modèle qui était le modèle RS2, qui était finalement une Audi 80 break, mais sportive. Alors, c'est même un peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait, c'était la volonté d'Audi de faire quelque chose d'un peu déglingo, comme on dit, parce qu'en face, il y avait des M3 et C36 AMG. Pour faire simple, on a vraiment commencé de base avec un break. Pourquoi? On ne sait pas vraiment, si ce n'est que l'objectif d'Audi, c'était vraiment de concurrencer la M3 et la C36, qui étaient des berlines. Et donc, pour se différencier, je pense qu'il n'y avait qu'un choix à faire, c'était de rendre ces véhicules sportifs plus utilisables qu'avec un corps berline. Et pour ça, ils ont pris un break. Donc Audi 80, break avec le moteur le plus puissant, le 5 cylindres, le 2,2 litres, qui était déjà très chouette, mais qui développait moins de chevaux que les M3 et C36. Et du coup, ils ont dit, bon, il va falloir qu'on se fasse aider. Et ça tombe bien, Porsche était un peu dans la panade. Ils ont dit, Porsche, ça vous tenterait de venir nous aider vite fait? Genre vraiment, on fait une collab, quoi. On petit partenariat, petite sponsor NordVPN vite fait. Et voilà, tu vois, à l'époque, ça se faisait comme ça. Et du coup, bah, c'est une des rares voitures de l'histoire des voitures qui a été vraiment fait en collaboration. Mais à un niveau, c'est-à-dire qu'il y a les 2 logos sur la bagnole, d'accord? Double nationalité de bagnole. Et ce qui est très intéressant avec cette voiture, c'est que Porsche a vraiment amené toute l'ADN sportive et Audi toute l'ADN qu'ils avaient déjà de confort, de luxe et finalement le côté un petit peu break familial qui a donné 30 ans après ça qu'on connaît et qui nous paraît, bah oui c'est normal, on a des breaks qui vont vite. Oui. Bah à l'époque, sachez que c'était juste les premiers. Et ils ont cassé le game puisqu'ils sont arrivés avec 315 chevaux. Dans cette RS2, en fait, on a tout simplement plein de parties Porsche. Les étriers, donc gros système de frein Porsche par exemple. Et ils ont énormément aidé à toute la conception à tel point que notre ami Walter Röhrl, juste double champion du monde de rallye, hein, je rappelle pour recontextualiser, a juste dit de cette voiture que c'était une vraie sportive dans un break. C'est un peu cool. Donc fort de leur RS2, ils sortent une RS6. Je passerai sur ce modèle d'RS6 qui a quand même cassé le game, hein, à tel point que Mercedes s'est senti obligé de sortir la C43 Touring pour essayer de concurrencer, et c'est comme ça que ça se tirait la bourre à l'époque. Puis on est arrivé du coup à cette génération de RS6 qui nous intéresse vraiment, parce que c'est là où on était dans l'époque où on pétait des boulons. Alors BMW avait déjà pété un boulon un petit peu avant avec la M5 V10, et je pense que Audi, venant d'acquérir Lamborghini, s'est dit bah tiens, c'est peut-être une bonne idée ça, non? On a un V10, on a une RS6 qui est un petit peu un porte-étendard de nos voitures sportives chez Audi. Bah viens, on met un V10 de Lamborghini dans un break, c'est marrant, non? Et effectivement, c'est marrant. Ça crée plein d'autres problèmes. Mais c'est marrant. Il faut qu'on aille voir ça parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Sur la V10, c'est plutôt chouette. Hop là. Et bien du coup, comme vous avez pu le voir, on se retrouve dans la mythique Audi RS6 V10, qui est donc la génération qu'on appelle C6, et celle qui est juste devant nous et que je vais essayer juste après, la C8, qui est la dernière en date. Bah non, ça marche pas. Je suis un homme ventouse. Alors oui, parce que l'homme ventouse se déplace plus vite qu'une ventouse par contre. Elle est très confortable, hein. C'est presque trop mou pour une voiture sportive. Comment ça? Avant cette génération d'RS6, donc avant la V10, on avait donc l'Audi RS6 C5, première du nom, finalement la première vraie RS6, qui était rien d'autre avec des guillemets que une A6 break
sportive. Et donc dans la génération précédente, avec ce V8 4 litres 2, on avait 450 chevaux, 480 avec la Plus, sauf qu'en face, on avait la M5 V10. Alors en berline, le plus souvent, la M5 V10, elle a existé en break. Très rare, en l'occurrence, parce que c'était pas encore démocratisé justement. Audi avait pas encore mis son grain de sel dans l'histoire, mais pour rivaliser, bah Audi s'est dit ok, on a Lamborghini maintenant, on va mettre un V10 dans le break. Donc ils ont mis un V10 et on est là-dedans. Et ce V10 développe rien d'autre que 100 chevaux de plus que la version d'avant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez rare, et même encore maintenant, qu'entre une génération et l'autre, on fasse un gap de 100 chevaux de plus. C'est quand même pas dégueulasse. Ils ont dit bon là les gars, ça commence à nous saouler, faut qu'on pète le game. Et ça a plutôt marché. Évidemment, on a la spécificité Audi depuis le début, hein, c'est-à-dire que depuis la RS2 carrément, la transmission quattro, parce que c'est quand même ça la particularité d'Audi, c'est quand même ça, écoutez bien. Parce que ça fait plaisir à son homme. Le V10 c'est bien, mais le V10 c'est chiant. Parce que le V10, c'est une Lamborghini quoi. Et une Lamborghini, on le sait tous, surtout à ces époques-là, c'est pas très bien. C'est plein de problèmes de fiabilité, aussi bien électronique que mécanique. Les transmissions, bon bah en prennent plein la gueule, hein, parce qu'on tente des trucs, mais on tente sans savoir si sur la durée ça va tenir et être fiable. Ça vraiment, c'est juste objectivement un banger à l'époque, mais une grosse merde. Vraiment, mettre un V10 dans un break, oui, ça sonne comme une idée de merde et c'en est une, hein. C'est clairement pas bien. Alors, je n'ai pas compris. Le kickdown n'existait pas. On vient de l'inventer. Et la boîte l'a découvert avec nous. Vous voyez ce que je vous disais? Et pourtant, hein, j'ai mis 50% pédale. Je pense que la boîte et le moteur ne communiquent pas. C'est un couple qui est prêt à divorcer. Vraiment, tu passes la 4 maintenant. Non, non, pourquoi je passerai la 4? C'est très mou, hein. Ouais, c'est très très confort, mais du coup, regarde le bordel. Oh, le roulis. Excusez-moi, ouais, si vous me voyez, j'exagère pas le mouvement, hein. Oh, mais c'est fou. Je m'attendais pas du tout à ça. Comment ça se fait que c'est si mou? Ouais, ça pousse par contre, hein. Ça marche, non? On découvre avec vous, voilà, c'est ça l'objectif d'un essai, c'est de comprendre, de vous donner les infos. Ah oui, la boîte, hein, dis donc. C'est vraiment une gaillardo, quoi. Ouais. Je suis en train de m'interroger si c'est normal. Que la roue du mec devant parte comme ça? Non, alors ça, non. Non, là, il a un pincement, mon pote. C'est une 106 drift. Oh, waouh! Phil, je t'en supplie. Il y a un boulon qui est pas serré, monsieur, faut lui dire, hein. Bah, si ça roule, hein. Oh, si, ça roule, hein. Tu sens rien du tout, c'est hyper linéaire. Je m'attendais pas du tout à ça avec ce V10. Parce que niveau perf, il faut se rendre compte un truc en remettant dans le contexte, hein. Ça allait aussi fort, même un peu plus, hein, techniquement, qu'une F430 Scuderia à l'époque. Ouais, un break familial dans lequel t'emmènes tes enfants à Chamonix, avec plus de watts finalement, hein, qu'une F430. Allez, madame. Ah, la boîte, par contre, quand tu l'appelles, elle est pas là, hein. Tu sais, il y a vraiment un répondeur. Regarde, là j'appuie. Okay. Répondeur. Et elle passe même pas de répondeur. Elle a même pas des... Voilà, il n'y a pas de réseau. Il y a un vrai feeling mécanique, mais qui est brisé par ce ressenti très mou. Un vrai défaut, et je pense que ça a pris... Attends, ouais. C'est si mou, c'est fou. On a eu un dodan au milieu de la route carrément, alors qu'il y avait juste une petite bosse. Oh, le bordel. Il y a un truc quand même dans ce ressenti qui est bizarre. La direction et le feeling au volant est vraiment plutôt chouette. Par contre, le feeling dans mon cul, beaucoup moins. Je comprends pas trop si elle est rigide, si elle est toute molle, je sais pas trop où on est pour l'instant. Je comprends pas, parce qu'il y a des moments où elle est extrêmement molle. En vrai, dans les virages en banking, une fois que t'es calé, et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Mais tu te fais surprendre par la boîte. Ça, déjà, c'est terrifiant. Je pense qu'en fait, ici, dans cette voiture, ou peut-être dans celle d'avant, vu que je l'ai pas essayé, mais je pense que c'est vraiment dans ces générations de voitures qu'on a en fait créé cette espèce de vrai problème, de vrai défaut d'absence d'effet de vitesse. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas l'impression d'aller vite. Alors en fait, je viens de découvrir un truc un peu rigolo. De notre point de vue de 2024, quand on voit ce bouton, on a tendance à imaginer qu'il y a un aileron, il y a peut-être un effet de succion comme chez AMG qui va se mettre en place et tout, de l'électronique fou et tout. Parce que c'est vraiment là, quoi, dans le périmètre vraiment conducteur. Et puis bah en fait... c'est juste la boîte à gants. C'est la pire illustration de boîte à gants que j'ai pu voir. Et sur le chemin pour aller manger, je me suis retrouvé sur l'aire de jeu préférée des RS6, une gare de péage. Donc bah du coup... Hop, mode sport, mode paiement de péage, parce que pas de télépéage quand même, faudrait pas exagérer non plus. Voilà. Petit ticket quand même, petit ticket, note de frais, c'est important. Comment
comment ça? T'étais à fond là? Ah, j'étais taqué, hein. Mais j'étais même pas vraiment à fond. Putain, il en a dans le bidon. Oh, le V10. Alors là, vraiment, pour moi, il y avait zéro chance que ce scénario arrive, d'accord? On a mis le GoPro dans le mauvais sens et tout, parce que vraiment, on était certain que ça ne se passerait pas comme ça. Je suis scié. Ah bah alors là, je sais pas quoi vous dire. Comment ça? Bon, on était tellement sciés qu'il fallait, pour la science, réessayer. Donc on a pris le péage dans l'autre sens, quitte à perdre un petit peu de temps sur la pause déj, il fallait qu'on sache. Oh là là, mais comment ça? Non mais c'est fou! Bon, par contre, j'ai sucé le plein. Et pourtant, dedans, tu sens pas tant que ça ouate à ce point-là. Mais autant vous dire que pour flinguer une nouvelle RS6, faut en avoir dans le gosier carrément. Il y a rien de mieux que de regarder un proprio de nouvelle RS6 avec ta RS6 V10 là, qui a 15 balais. Tu le regardes droit dans les yeux et tu le flingues au péage. Alors ça... Mais je l'ai toujours dit, hein, ça c'est une vraie problématique des voitures de nos jours. On a tellement été à la course à l'évolution, à la course à toujours plus, que bah oui, effectivement, quand tu sors cette génération avec 100 chevaux de plus que celle d'avant, et bah forcément, il y a un moment où tu peux plus aller plus à ce point-là. Et donc bah tu te retrouves avec des différences où par exemple entre cette génération et 2 générations plus tard, donc celle qui est derrière moi, avec 20 chevaux d'écart. Qu'il y a un moment, bah maintenant en fait, pour commencer à surprendre les gens, il faudrait commencer à sortir des voitures de 1500 chevaux en fait. En fait, c'est exactement ce qu'a fait Corvette par exemple. Oui, il y avait la toute dernière, hein, donc la Corvette C8 aussi d'ailleurs. Ils ont fait une C8 ZR1 de plus de 1000 chevaux. Voilà, et j'aime beaucoup cette voiture. Ouais, elle me donne très envie. Le prix moins, mais elle me donne très envie. J'avoue que je serais pas contre avoir la première C8 ZR1 de France, quoi. Après l'humiliation qu'a subi cette RS6 C8, eh bien, il fallait que je trouve une petite astuce pour me rendre compte comment c'était possible en fait. Il fallait que je sache. Donc bah, j'ai mis au point un stratagème. Ouah. Je vous assure que ça c'est un métier. Pour mon dos. Faudrait que je puisse en racheter un de dos. Je vais ouvrir un Tipeee, tu sais quoi? Juste pour pouvoir me faire greffer une nouvelle moelle épinière. Je crois qu'on appelle ça un ostéo. C'est moins coûteux et moins chiant. Moins de risques de finir en intouchable. À moins que t'aimes les trucs avec les lobes d'oreille. Allez, j'ai faim. Bon, alors, oui, bah c'est bon, moi, faut que je mène mes petites enquêtes tout seul aussi. Fallait que je comprenne un petit peu là comment j'ai pu fumer ce truc qui est censé être genre le missile, c'est censé être missilesque, et pourtant je l'ai flingué avec la génération d'avant de ce missile. Je comprends pas ce qui va pas. Il y a tout qui va bien. Alors, elle a pris un peu de poids, ça forcément, mais du coup elle avait pris un petit peu de chevaux. Donc en vrai, normalement, c'était censé compenser. Là, niveau châssis, j'ai quand même du plus un peu partout en fait. Hein. En freinage, j'ai du carbone céramique. Bon, alors les gens de 22, bon, ok, chacun fait ce qu'il veut. Là, il y a un échappement qui n'est pas tout à fait d'origine, si vous avez eu l'œil, effectivement, qui normalement lui a fait gagner une petite dizaine de chevaux. Donc, il n'y a pas d'excuse. Comment? J'arrive pas à comprendre en vrai pour l'instant. Attendez, on va regarder le bloc parce qu'après vous allez me dire ouais, on n'a pas regardé le moteur et tout. Non, bah c'est bien le bloc prévu à cet effet. Hein. C'est bien le 4 litres qu'on connaît, le V8 qui est dans la Panamera, dans le Cayenne. On le connaît celui-là, un biturbo, il n'y a pas de souci. Oh, la gueule des calculateurs maintenant. Oui, c'est un sacré emmerde. Oh la vache. C'est très particulier parce que autant vraiment niveau châssis, on a eu un gros step-up. Ça, il n'y a pas de débat possible. Vraiment, la V10, elle est molle, etc. Même en mode dynamique, les suspensions sont à la ramasse. Là, on a vraiment des suspensions largement retravaillées. On a évidemment, niveau châssis, les 4 roues directrices. En fait, en dessous d'une certaine vitesse, elles vont vous aider à pivoter. C'est-à-dire que vu que c'est une voiture grande, forcément, normalement, avec un grand empattement, tu mets un grand cercle à faire un demi-tour. Et là, grâce aux 4 roues directrices qui vont dans le bon sens pour t'aider à faire ce pivot, tu mets beaucoup moins de place à le faire. Et ça, c'est extrêmement chouette, surtout en ville, etc. Quand tu dois te déplacer, c'est génial. Mais par contre, ils se sont aussi servis
aussi pour que lorsque tu es dans une position où ton objectif étant d'enchaîner les virages assez rapidement et au-dessus d'une certaine vitesse, là, ces deux essieux vont se mettre au service du dynamisme, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans un autre sens et là pour le coup aider à asseoir encore plus la voiture dans les virages, ce qui te permet de les prendre encore plus vite. Et je l'ai vu tout à l'heure, on a essayé de suivre avec la RS6 V10 cette RS6, c'était impossible. Sincèrement, dans les virages, c'est pas possible. Donc ça veut dire que dans les virages, elle est effectivement bien plus performante, mais par contre en ligne droite, désolé, hein. Non. Puis alors là, ces gros détecteurs, vous me trouvez un autre moyen de m'inclure ça dans la calandre, vous débrouillez, je sais pas, vous trouvez une autre solution, c'est juste pas beau. Hein. Qui plus est, en vrai, elle a la petite lame carbone, je sais qu'elle est d'origine, et pourtant, bah en fait, j'ai l'impression qu'elle a été achetée sur Wish et qu'elle a été rajoutée, quoi. Donc, il n'y a pas le soft close sur cette version. Alors, il est disponible, hein, vous inquiétez pas, mais sur celle-là, il n'y a pas. Je suis obligé de claquer la porte. Vous vous rendez compte ? Claquer la porte de l'Audi RS6. Quelle indignité. En vrai, il y a de la place. Je suis étonné de voir à quel point il y a de la place. Il n'y a pas à dire. Là, le siège est réglé pour moi, donc quelqu'un de grand à l'avant. Et j'ai encore de la place. C'est OK en vrai. Sauf que, bah déjà, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce filet de Dacia Sandero ? Non, ça me fait beaucoup de peine. Et en même temps, ça aussi, quoi. C'est tout ça là, parce que ça c'est fait pour les, ça c'est la place des enfants, hein, vraiment. Les coups de pied qu'ils vont mettre partout là, ils vont se voir très vite. Donc mettez une petite moquette, un petit truc un peu digne, un peu qui voudrait dire genre, imagine j'ai payé ma bagnole 250 000 € par exemple. Et bah je serais content d'avoir autre chose que du plastique à cet endroit. Alors autant il y a la clim 4 zones quand même, et ça c'est pas mal. Mais je rappelle que la voiture coûte 250 000 € quoi. Donc j'espère qu'elle est 4 zones en vrai. Et j'aurais même bien aimé une zone pour les couilles carrément. Tu vois, à ce prix-là, faut que j'arrête de m'asseoir dans des voitures aussi basses. Voilà déjà, ça c'est la première chose que je trouve intéressante. La seconde, prendre des cadreurs qui sont plus grands qu'environ 1m27. Parce que là, il y a 1m60. Voilà comment cette personne est obligée de me filmer. La photo sera au montage. Écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on va aller rouler vraiment, parce que faut quand même que je vous montre un petit peu à quel point ça marche. Aïe. C'est une épreuve, je le jure. Ah oui, dans cet essai, je m'excuse à l'avance, il n'y aura peut-être pas l'essai du confort avec le verre, comme d'habitude, parce que j'ai oublié le verre. Et effectivement, la saute de génération, on se rend compte assez rapidement, hein, on va pas se mentir, on est vraiment sur le V8 4 litres qu'on connaît bien finalement, et aussi micro-hybridé sur cette RS6, parce qu'on a a priori une micro-hybridation 48 volts qui devrait permettre de baisser la conso. Je sais pas où, j'ai pas vu. On va essayer, hein, mais j'ai pas vu. C'est-à-dire que même en cycle vraiment au plus économe possible à 90 km/h, en dessous des 13 litres, c'est compliqué. Hein. Ça y est, on a passé le cap. Sur la C6, on était vraiment sur un break sportif. Là, on est sur une sportive en forme de break. On a les 4 roues directrices, on a les systèmes de différentiel vraiment les plus aboutis qu'ils aient chez Audi. Donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est tout pour les perfs. À tel point qu'on a une petite option. Alors ça fait un moment que ces options existent, mais là, elle est bridée à 250 km/h. Mais si tu décides de prendre cette option qui débride la voiture, qui est avec le package freinage céramique que nous avons là, donc nous avons cette option, tu peux avoir ta vitesse maximale qui est débridée à 305 km/h. Pourquoi faire ? 305 km/h dans un break, c'est pas immonde. Bon, par contre, évidemment, alors tout ça c'est super, mais on a quand même un problème de taille. Hein. L'âme, elle est partie où là? J'ai rien ressenti en accélérant. Enfin, je veux dire, une poussée évidemment, hein, ça il n'y a pas de débat, mais j'ai pas entendu grand chose, j'ai pas ressenti grand chose en fait. Hein. Et en fait, cette aseptisation, elle est explicable pour plein de raisons. Déjà, parce qu'on est dans une génération qui est très récente, et donc, comme vous le savez peut-être, les normes ont un petit peu évolué, et de sécurité et de confort, donc on a forcément essayé d'insonoriser le plus possible cette voiture. Ça, c'est la première raison. L'insonorisation est poussée encore plus loin avec l'option Bang & Olufsen, qui est l'option, le pack sono si vous préférez, qui en fait a une réduction du bruit actif, comme dans les casques. C'est-à-dire que vraiment, par les enceintes et par le système son de la voiture, on a techniquement un système de réduction de bruit supplémentaire en plus de l'insonorisation physique réelle dans les portières, etc. Donc forcément, on n'a plus qu'un bourdonnement léger du V8. Un peu de bruit de roulement, parce qu'on est quand même monté sur du 22 pouces, donc le confort par les pneumatiques, on oublie un petit peu. On est vraiment uniquement suspendu par le système de suspension initiale. Hein. Les pneus ne font pas le travail. Je sais pas, je crois que je l'aurais pris en 21 pouces, moi. Quand même, 22 pouces, je trouve que c'est beaucoup. Petits écrans qui ont une spécificité. Alors, beaucoup de marques ont déjà essayé, mais ça marche pas très bien. Alors, chez Porsche, ça marche. Le retour haptique, qui est en fait une sensation d'avoir un vrai bouton sur de l'écran tactile. Alors, ils ont fait ça grâce à une vibration que tu ressens dans le doigt. Et du coup, en fait, tu as vraiment une sensation d'appuyer sur un vrai bouton quand tu utilises les retour tactile, et du coup c'est pratique parce que ça te permet de faire un petit peu comme avant finalement, c'est-à-dire tu ressens juste le bouton
hop, il est là. Et tu sais si tu as appuyé sur un truc. Parce que si tu tapes à côté, bah du coup, il se passe rien sur l'écran tactile. Tu sais que tu n'as pas appuyé sur ton bouton. Et je regrette beaucoup, moi, dans les voitures récentes, ces systèmes tactiles absolument partout où tu sais même pas si tu as appuyé sur le bouton. Et bah ça, c'est hyper agréable. Mais il y a quand même un problème. J'ai pas de putain de siège massant dans une RS6 à quasiment 250 000 € avec le malus. Et j'ai pas de siège massant. On se rend bien compte que ça a été élargi de plus de 8 cm par rapport à la génération d'avant, par rapport à la C7. Là, dans mon rétro, je vois quasiment plus mon Range Rover. Comme un véhicule dont on ne peut pas dire que c'est un petit gabarit, et pourtant, il arrive à disparaître derrière les ailes élargies de cette RS6. Et moi, je suis un petit peu déçu d'une chose, c'est que avec la RS6, chose que tu peux très bien faire, par exemple, avec une série 5 en 50D ou en 50i ou en 60i, tu pouvais prendre une version Luxury, par exemple. Tu n'es pas obligé de prendre les packs M qui sont acérés, etc. Et là, sur l'Audi RS6, bah, tu n'as évidemment absolument pas le choix que d'avoir les esthétiques RS. Et j'avoue que le côté sleeper, on le perd un peu. Alors que dans la V10, on l'avait encore un petit chouïa. Bon, à part les échappements à l'arrière qui étaient effectivement des orgues de barbarie carrément au vu de la taille des sorties, qu'on n'a pas perdu, hein, sauf que là on en a 4, mais vraiment on est toujours sur le même gabarit. Mais putain, là, je peux plus faire sleeper, on me voit arriver. Et avec les angles acérés de partout, on le sait que t'as une voiture de sport, on le sait que t'as un truc qui arrache un petit peu le pavé. Et puis maintenant, la RS6 est tellement, entre guillemets, vu et revu que on te voit venir. Moi, ce que j'aimerais, c'est une belle Audi en mode pack Avus, un petit peu classe avec les chromes et tout. On te voit pas venir. Il y a juste les échappements qui peuvent te trahir un petit peu. Il y a 600 chevaux là-dedans, mais ça, on le sait pas. Jusqu'à l'entendre, la voir partir. Et là, tu sais que tu viens de voir partir une RS6. Mais c'est tout. Et malheureusement. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais évidemment, ces modèles-là de RS6, C6, C7, C8, elles n'étaient disponibles qu'en break. Vraiment, c'est une décision break. La C5 était disponible en berline, mais ça n'a pas trop marché. Parce que justement, en fait, ça y est, ils avaient créé un nouveau monstre que les gens adoraient. Et puis après, il y a eu les SUV et tout ce bordel. Mais c'est eux, hein, les prémices. Bon, et bah déjà, je suis content pour une raison. La dernière fois que j'ai à descendre de cette voiture, c'est une bonne chose pour mon dos. C'est le moment de la conclusion, qu'on va faire exactement au même endroit que le début. Vous voyez, parce que c'est le cercle vertueux, vicieux, ça consomme beaucoup trop. C'est bon, il y a un moment, j'ai fait un essai, j'ai quasiment fait un plein. Alors, je dirais que on a compris les défauts techniques de l'une, les défauts techniques de l'autre, les qualités techniques de l'une et de l'autre. Ça, vous n'êtes pas bête, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais mes conclusions personnelles. Alors déjà, évidemment, il y a une notation de la voiture. Vous savez quoi, je vais noter les deux voitures, et donc elles seront ici. Hop là. Et je peux pas vous faire la notation des massages parce que y avait pas de massage. Enfin, c'est 0 quoi du coup partout. Mais mes conclusions en termes de ressenti personnel, je crois qu'en fait le juste milieu se trouve précisément entre la génération du V10, donc la C6, et cette dernière génération, la C8. Je pense que le meilleur compromis est sincèrement la RS6 C7, parce que finalement ça a été l'évolution de la C6, qui donc finalement développe à peu près les mêmes chevaux, etc. Il y a quelques attraits de châssis que nous ne retrouverons pas sur la C7, mais qu'il y a sur la C8. Oui, c'est vrai. Donc elle tiendra un peu moins la route. Mais en même temps, elle va marcher très fort quand même. T'as une gueule qui est entre les deux, c'est-à-dire pas ronde et donc un peu démodée comme la C6. T'as une gueule du coup pas autant acérée que la C8, donc finalement le juste milieu entre les deux mondes, et je trouve ça très très chouette. Et puis surtout, le nerf de la guerre, l'oseille. Il y a un moment, la C7 elle est accessible. Enfin, accessible. Pour des véhicules de cette gamme-là, on peut la trouver aux alentours des 60 000 € pour 600 chevaux. Bon, effectivement, dans la mare aux rhinocéros, parfois il y a aussi des gazelles qui viennent... Et je pense vraiment sincèrement qu'il est là le meilleur compromis, parce que ça, c'est trop cher pour ce que c'est comme ça, c'est tout. Ah bah non, c'est trop cher pour ce que c'est, surtout si je me fais atomiser par une V10, je te mens pas. La V10, c'est trop peu fiable pour ce que c'est, vraiment, non. Voilà, la bête à chagrin, ça va aller 2 minutes, mais ça fait plaisir, c'est vrai, ça fait ressentir des trucs, mais ce que ça me fait surtout ressentir, c'est un caca culotte à chaque fois que je la sors. Parce que j'aurais eu qu'une crainte, c'est qu'elle meure, que ce soit à chaque fois la dernière fois que je la vois, tu vois. Donc non, ça, non, il faut quand même une voiture qui marche tous les jours. Donc le meilleur compromis, c'est clairement la RS6 C7. C'est pas la voiture parfaite pour autant, parce que je vous rappelle que chaque fois c'est à la recherche de la perfection, hein. Et là du coup c'est pas le cas encore, mais c'est pas mal. J'espère que ce format vous a plu, parce que pour le coup essayer plusieurs véhicules ça demande une vraie logistique, c'est compliqué au tournage, etc. Mais là, je trouvais que c'était pertinent. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram de type @Pierre Chabrier. Merci infiniment aux deux propriétaires qui souhaitent rester discrets de leur prêt, parce que pour le coup, vraiment, c'est très chouette d'avoir réussi à organiser ça, les trouver ensemble et tout machin, c'est trop cool. Il n'est pas impossible qu'il y ait un des deux propriétaires qui me prête une autre de ses voitures prochainement. Voilà. En tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En vrai, ça soutient vraiment la chaîne. N'hésitez pas à aller dans le lien en description, parce que NordVPN, ils aident beaucoup la chaîne. Donc, en vrai, juste un clic sur le lien aide beaucoup. Ça soutient vraiment. Ça permet justement de pouvoir vraiment mettre votre petite pierre à l'édifice. Pierre, t'as compris? Parce que c'est mon nom, en fait, c'est mon prénom. Ouais. Merci. Et puis, à très vite.
ça d'avoir 30 ans. Ça ne marche pas. Je suis heureux pour un truc, c'est que ça n'a pas empiré les choses, mais ça n'a rien changé. J'ai une érection, c'est un problème. Ok, on coupe. Allez.